Bonjour à tout le monde. C'est un honneur de pouvoir parler de mes vivances un peu avec Jean-Christophe et de ce théorème. Je pense que la meilleure façon qu'on peut lui rendre hommage, c'est en racontant ses résultats de mathématiques. Et bon, je vais raconter un peu le problème de linéarisation de Siegel, ce qui était un de ses résultats majeurs. J'ai connu Jean-Christophe en 1988 dans son premier cours de 2A à Orsay. Et bon, à l'époque, je n'étais pas sûr de vouloir faire des systèmes dynamiques, mais comme je m'intéressais à la physique et aux mathématiques, c'était naturel de prendre ce cours. Et en fait, pendant ma thèse et après, on a été très proches. On partageait les intérêts mathématiques, mais on jouait aussi aux échecs au bureau. On aimait bien la gastronomie. Donc, c'est quelqu'un qui, à l'époque, ne ménageait pas son temps. Donc, il était très accessible et je me souviens surtout de toutes les conversations mathématiques. On avait deux points de vue différents sur les mathématiques. Et comme on a dit, on a insisté, il avait une capacité prodigieuse dans beaucoup d'aspects. Donc je vais décrire un peu les résultats. Donc le problème du centre, c'est le problème de linéarisation des points fixes indifférents en dynamique holomorphe. C'est un très vieux problème. En fait, il y a un autre problème relié qui est celui des singularités des équations différentielles qui remonte encore au XIXe siècle. On peut le tracer sûrement, bon, même avant, mais surtout, il y a les premiers travaux en complexe sont dus à Briot et Bouquet en 1856. Mais bien sûr, les singularités de l'équation différentielle sont apparues bien avant. Et le problème du centre, c'est le problème de la dynamique d'une application holomorphe au voisinage d'un point fixe indifférent. Donc indifférent, ça veut dire que la partie linéaire est une rotation, c'est en première approximation une rotation. Et c'est un problème difficile, et ça a été dès le début, comme le montre son histoire. Donc voilà, la situation, c'est une application holomorphe, on place le point fixe à l'origine, lambda c'est la dérivée en zéro, on suppose qu'elle est de module 1, et bien sûr, bon, on dit que la dynamique est linéarisable. Dans ce cas, on la comprend parfaitement lorsque, par un changement de variable, on peut ramener la dynamique à la rotation rigide. D'accord? Donc, idéalement, on voudrait toujours faire ça, parce que ça résoudrait le problème de la dynamique locale. Malheureusement, ou plutôt heureusement, puisque ça donne lieu à de très belles mathématiques, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais définir les dénominateurs des approximations diophantiennes de alpha comme aimait faire Jean-Christophe. Donc, pour ceux qui connaissent l'algorithme de fraction continue, les Qn, c'est des dénominateurs des meilleures approximations rationnelles. Et on peut les définir ainsi. Donc, on regarde la distance aux entiers et on définit Q0 égale 1. Et ensuite, les Qn sont définis par récurrence comme les records successifs de proximité des multiples Q alpha aux entiers. D'accord? Donc c'est une définition très compacte que Jean-Christophe aimait beaucoup. Il avait hérité de Michel Hermann le goût des bonnes notations et le goût des définitions concises et précises. L'histoire, ça remonte probablement à 1913 pour le cas indifférent. Il y a Käsner qui conjecture que la linéarisation est toujours faisable, c'est toujours linéarisable. Bon, probablement, il n'avait pas réfléchi beaucoup parce que c'est pas difficile de trouver des contre-exemples. Bon, bien sûr, avec la perspective du temps, c'est pas. Le problème qui se posait, c'était différent. C'est un problème équivalent qui est celui de rectification conforme des angles de courbe analytique. Bref, c'est toujours difficile à rapporter ces vieilles conjectures aux connaissances modernes, d'accord? Bref, peu de temps après, Pfeiffer a donné des contre-exemples. Et pour montrer un peu vraiment la difficulté du problème, il faut savoir que, bien que parfois on le cache, il faut savoir, je vais mettre là, que Julia
a écrit une fausse démonstration de la non-linéarisation pour quand f est une fraction rationnelle de degré plus grand que 2. D'accord? Quand c'est une fonction de Moebius, c'est toujours linéarisable, c'est évident. Mais en fait, Julie a conjecturé et a cru démontrer que c'était jamais linéarisable pour, par exemple, le polynôme quadratique. D'accord? Et il s'était trompé, en fait. D'ailleurs, Fatou, le met en doute. Il dit qu'il ne comprend pas bien cette démonstration. Vous savez, il y avait, à cette époque, c'est des origines de la dynamique holomorphe. Il y a une compétition entre Fatou et Julia, d'ailleurs, qui se fait place dans un prix du Collège de France. Bref, c'est une compétition qui n'était pas très saine, mais qui a donné des belles maths. Bon, moi, j'ai préféré lire Fatou. Vraiment, Fatou, les écrits sur la dynamique holomorphe sont remarquables, ainsi que ses livres sur les courbes algébriques, un peu oubliés, mais qui sont toujours d'actualité, je pense. Alors, Kremer, il démontre que des exemples existent toujours pour certains nombres alpha qui sont très Liouville. Donc c'est là que vraiment l'arithmétique de alpha apparaît pour la première fois. Lorsque alpha est très bien approché par des rationnels, lorsque la suite des Qn croît très vite, alors il a un argument très élémentaire qui démontre que les polynômes d'un degré donné ont des cycles limites qui accumulent le point fixe. Donc des orbites périodiques qui accumulent le point fixe. Ça interdit qu'il y ait une linéarisation, puisque la linéarisation, c'est une rotation irrationnelle qui libère un voisinage de zéro de points périodiques. D'accord? Pardon, j'ai dit points fixes, c'est des points périodiques, des small cycles. D'accord? Donc l'accumulation du point fixe par des orbites périodiques est une obstruction à la linéarisation. Siegel est celui qui vraiment introduit le résultat remarquable, qui d'ailleurs caractérise très bien Siegel. Bon, c'est un petit article de 4 pages, où par des méthodes de série majorantes, et vraiment une méthode très astucieuse pour borner les petits diviseurs, il réussit à montrer que l'application linéarisante, qui existe toujours, est bel et bien convergente. Et ça pour des nombres qui satisfont une condition diophantienne. Donc de tels nombres sont par exemple les nombres algébriques, comme on sait depuis Liouville, etc. D'accord? Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un résultat que c'est pour presque tout nombre de rotations. On a linéarisation. Donc en termes de mesure pour le nombre de rotations, c'est la situation typique, c'est toujours être linéarisable. D'accord? Donc en particulier, ça contredit le résultat de Julia, qui est faux, même les polynômes sont linéarisables pour les bons nombres de rotations. Ensuite, l'histoire se continue en Union soviétique, où Bruno améliore le résultat de Siegel. Donc l'argument astucieux qui permet de borner, de minorer les petits diviseurs est raffiné, et de ce fait, il obtient une condition, il pousse jusqu'à la limite vraiment la méthode de Siegel. Enfin, on ne savait pas que c'était la limite à l'époque, mais il démontre la linéarisation sous l'hypothèse que cette série, les log Qn plus 1 sur Qn, est convergente. Il faut savoir que les Qn croissent toujours aussi vite, au moins, que les Qn associés au nombre d'or, qui croissent comme la suite de Fibonacci. Bon, d'ailleurs, c'est la suite de Fibonacci. Donc, ils croissent géométriquement. Et donc, là, vraiment, pour violer cette condition, il faut qu'il y ait une croissance vraiment super exponentielle. D'accord? Bref, ça, c'est la situation telle qu'elle était au début des années 80. D'accord? Alors, avant de vous raconter le résultat majeur de Jean-Christophe, il a démontré un résultat, qui est bien connu, mais qui est souvent pas cité et peut-être pas présenté avec vraiment la grandeur que ce résultat a. Jean-Christophe a remarqué, donc il a pris, je prends la normalisation qu'il prend du polynôme quadratique, il a étudié ce problème pour le polynôme quadratique. Modulo des conjugaisons affines, il y a un seul polynôme quadratique avec un multiplicateur donné. Donc on peut le normaliser de cette manière, avec le point critique en 1,5. Alors, bon, un résultat vieux et
beaucoup plus facile que le cas indifférent, c'est un résultat de Koenigs qui dit que lorsque le multiplicateur est de module inférieur à 1, c'est toujours linéarisable. C'est d'ailleurs exactement la thèse de Poincaré, mais Poincaré, il étudie les singularités des champs de vecteurs holomorphes, d'accord, dans le domaine de Poincaré, lorsque les fréquences ne contiennent pas zéro dans l'enveloppe. C'est exactement le résultat de la thèse de Poincaré. Mais là, c'est dans le problème de l'itération de fonctions holomorphes. Bref, donc on regarde ce polynôme et on observe que la linéarisante, elle existe bel et bien pour lambda de module inférieur à 1, donc il est naturel de se demander si on peut utiliser cette linéarisante dans le cas attractif pour trouver une linéarisante dans le cas indifférent. Donc en passant la limite lorsque lambda tend vers le cercle unité. Alors c'est facile de voir, mais c'est aussi un résultat fondamental de Fatou que tout domaine d'attraction contient des points critiques. Mais là, dans ce cas, on peut le voir de façon directe et élémentaire, qu'on fait Yochoz dans son volume d'astérisque où il écrit ce résultat. Enfin bon, ce résultat, il a publié ça peut-être 10 ans après l'avoir trouvé. C'était typique de lui, il n'était pas un publieur rapide, mais il avait des textes extrêmement précis. Et bon, moi, je veux dire, ses exposés étaient remarquables. Avec ces exposés, on pouvait faire un cours. Bref, lorsqu'on regarde le point critique, il est contenu dans l'image de la linéarisante, donc j'appelle H lambda la linéarisante, et on peut définir U lambda, c'est la plus petite préimage de ce point critique. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction de Yochoz, U lambda. Donc c'est une fonction qui est en fait holomorphe et bien définie dans le disque unité. Et alors, Jean-Christophe observe. Alors, je ne sais pas vraiment quelle est la date de ce résultat. Parce que, bon, quand j'ai commencé comme étudiant avec lui, il avait déjà démontré. Et bon, je ne sais pas, il y a des gens dans la salle qui probablement peuvent me dire la date exacte. Pardon 85 au moins, oui. Juin 85, parfait, merci. Donc voilà. Alors, comme ça n'a pas été publié et ça a été juste exposé. Alors, il observe deux choses. Alors que U est une fonction holomorphe et bornée dans le disque unité. Tout ça que ce que je raconte est très astucieux, mais très élémentaire. Et, en fait, si jamais on arrive à montrer que U a des limites radiales non nulles, alors le polynôme est linéarisable. Ça, c'est les deux observations que fait Jean-Christophe. Et ensuite, il n'a qu'à appliquer le théorème de Fatou pour les fonctions holomorphes et bornées du disque unité, qui dit que ces fonctions-là, elles ont toutes des limites radiales presque partout. Donc, il obtient comme ça la linéarisation du polynôme quadratique pour presque tout nombre de rotations. C'est absolument remarquable ce résultat. Je ne veux dire pas par la difficulté, mais par l'astuce. C'est vraiment quelque chose que Julia, Fatou, Siegel, tous les gens qui avaient travaillé dans le problème avaient raté avant. Ça n'utilise pas des méthodes inconnues de Fatou. D'accord? Bon, bref, moi, ce résultat, il me plaît particulièrement parce que c'est très représentatif de... Jean-Christophe avait ces gros résultats, comme celui dont je vais parler, l'optimalité de la condition de Bruno, et je crois que Xavier Buff va parler aussi sur les postes de Yochoz dans la locale connexité de l'ensemble de Mandelbrot. Mais il avait aussi toute une myriade de petits résultats très remarquables et souvent très astucieux. Et celui-là est peut-être un très bon représentant de ça. Bref, il montre aussi une autre chose dans ce problème. Donc, à l'époque, il s'intéresse, quand il travaillait à l'école polytechnique, il avait même fait des petits programmes d'ordinateur pour dessiner un peu la dynamique du polynôme quadratique. Et il réussit à démontrer aussi, en utilisant l'universalité du polynôme quadratique et le théorème de Doisy-Hubbard de rectification, que le polynôme quadratique est en fait le moins linéarisable. C'est-à-dire que si jamais le polynôme quadratique est linéarisable pour un alpha donné, alors tout germe holomorphe est linéarisable pour cet alpha. D'accord? Alors son approche du problème, donc il a travaillé et il lui a réussi à démontrer que la condition de Bruno était optimale. Mais son approche n'était pas vraiment celle qui a vraiment réussi.
mais il me l'a voulu beaucoup de fois. Lui, ce qu'il voulait, c'est montrer que le polynôme quadratique était non linéarisable lorsque la condition de Bruno était violée. D'accord? Alors, il a réussi comme corollaire. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est vraiment le résultat principal, c'est démontrer que la condition de Bruno est optimale en construisant une preuve. D'abord, il a trouvé une démonstration géométrique du résultat de Siegel et Bruno. Vraiment sans série majorante. Et ce qui est remarquable vous savez bien, en analyse complexe, il y a les points de vue de Riemann et Weierstrass. Donc le point de vue de Riemann, c'est de la variable complexe géométrique. Le point de vue de Weierstrass, c'est le point de vue analytique. Donc on peut définir une fonction holomorphe, un difféomorphisme holomorphe comme étant une application conforme, ou bien comme une application développable en série en tout point. Bref, il y a ces deux points de vue qui souvent sont complémentaires. Souvent, chaque point de vue est très fort pour traiter un certain type de problème. Et là, il a réussi à donner une démonstration géométrique de la linéarisation, où on voyait comment la condition de Bruno, on voyait géométriquement comment la condition de Bruno apparaissait. Et ce qui est aussi très remarquable de cette construction géométrique, c'est qu'elle est réversible. Donc en fait, il a essayé de construire le polynôme quadratique en renversant cette construction. Alors, il n'a pas réussi à construire le polynôme quadratique, mais il a réussi, chaque fois que le nombre de rotation n'était pas un nombre de Bruno, à construire une dynamique non linéarisable avec, en fait, le phénomène de Crémer des orbites périodiques qui accumulent le point fixe, donc qui empêche la linéarisation. Je pense que, comme Moser m'avait dit, c'est ce résultat qui a motivé sa médaille Fields. Mais bien sûr, il avait le résultat sur l'ensemble de Mandelbrot qui était tout aussi important. Mais c'est la première fois qu'on trouve en théorie des petits diviseurs l'optimalité d'une condition dans un problème non linéaire, vraiment non trivial, pas pour des équations linéarisées. La théorie des petits diviseurs, ça fait partie de la théorie CAM de Kolmogorov, Hallnor, Moser, qui est très importante dans l'étude de la stabilité des systèmes hamiltoniens. D'accord? Donc ça, c'est des problèmes simplifiés, primitifs, les plus simples qu'on peut considérer, qui s'inspirent de la théorie CAM. D'accord? Bref, ça, c'est vraiment un des résultats principaux. C'est sur ça qu'il m'a fait travailler lors de mon DEA. Donc, comme stage de DEA, j'ai eu à lire, il m'a donné à lire son manuscrit où il avait démontré ce résultat des années auparavant. Je crois que j'ai été le premier à le lire. Hein. C'était un manuscrit où il démontrait complètement et résolvait la question. Et souvent, les gens ne lisent pas quand il n'y a rien à tirer. Je veux dire, mais bon, j'ai eu un très grand plaisir à le lire parce que, surtout, il écrivait d'une façon remarquable. Il y avait tous les détails. C'était bien réfléchi, c'était réécrit. Seul défaut, il ne les publiait pas, ces articles. Mais bon, ça, il l'a publié finalement en 1995. Je crois qu'on lui a dit que, bon, sinon on lui enlevait la médaille Fields. Mais bref, il a publié en 1995 un volume d'astérisque avec sa thèse sur les difféomorphismes du cercle, dont Bassam parlera plus longuement. Bref. Pardon? Oui, parce que le résultat était 86, mais il l'a publié en 95. Oui, pardon. Bien, alors ces techniques s'appliquent aussi, mais Bassam dira des choses beaucoup plus précises, mais ça s'applique aussi au théorème d'Arnold. Donc Arnold, le A de CAM, il a fait sa thèse avec Kolmogorov en écrivant une démonstration du théorème CAM que Kolmogorov avait annoncé dans la classe analytique. Et préalablement à ça, il s'est entraîné la main avec les théorèmes de linéarisation pour les difféomorphismes du cercle. Donc Arnold, un des résultats principaux qu'il a démontré dans... Enfin d'ailleurs, à l'époque, il paraît... Pardon? Non, c'est dans sa thèse. Oui, mais c'est dans... Ah, je dois me tromper? Non. Tu es sûr?
L'article de difféomorphisme du cercle, c'est... Bref. Je me trompe alors dans les dates. Pardon, il faudra que je corrige ça. Bref, c'était après Ziegel, mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le résultat de Ziegel, ils l'ont appris après. Et donc, ce qu'il a montré, c'est, sous la même condition que Ziegel, si on prend un difféomorphisme du cercle qui est suffisamment proche, donc il faut définir le nombre de rotations, Bassam va venir là-dessus, qui est assez proche de la rotation, alors forcément il est linéarisable. Bon, les méthodes géométriques de Yochoz s'appliquent à ce problème et il démontre ce théorème sous la condition de Bruno, ce qui est nouveau. D'accord? Aussi, en poussant les techniques et en utilisant, combinant avec ces résultats, les résultats de Michel Hermann et de lui-même dans sa thèse, sur les estimés de la dérivée schwarzienne sur le réel, il arrive à prolonger ces estimés dans le complexe et réaliser ces méthodes de renormalisation dans le complexe. Et ça lui permet de trouver la condition optimale de linéarisation pour les difféomorphismes analytiques du cercle sans supposer aucune proximité à la rotation. Donc c'est ce qu'on appelle les théorèmes globaux. C'est ça le théorème globaux. Alors le célèbre résultat de Michel Hermann, de sa thèse, je pense que la date est bonne, au moins c'est la date de publication, hein, là. C'est le volume d'IHES numéro 49, publié en 1969, bien sûr il avait montré ça avant, mais c'est le résultat principal de sa thèse. Michel Hermann essayait de montrer que la conjecture d'Arnold, comme quoi il y avait des nombres de rotations pour lesquels tous les difféos du cercle étaient linéarisables. Bon, c'est infini, mais c'est aussi une analytique. Je reste dans le cadre analytique. Bassam va parler plus du cadre, c'est infini. Donc Arnold avait conjecturé qu'il y avait des nombres de rotations pour lesquels on n'avait pas besoin de proximité à la rotation. Comme ceux qui connaissaient Michel Hermann savent bien, il a essayé de démontrer que cette conjecture était fausse, très très fort, il a essayé beaucoup, et finalement il a dû démontrer que c'était vrai. Donc il a trouvé un ensemble de mesures totales, qu'il appelle A, donc c'est des mesures Lebesgue totales, comme dans le cas de Ziegel, où c'est vrai, où la conjecture d'Arnold est vraie. Ce que fait Jean-Christophe, il détermine cette condition optimale, d'accord, que je ne vais pas exposer, probablement Bassam, s'il a le temps, va l'exposer. Il faut mettre une récurrence, je veux dire, c'est relié à la condition de Bruno, mais c'est un peu plus compliqué à l'exposer, donc je passe. Alors, je vais finir un peu par les travaux qu'on a fait ensemble après ma thèse. Il y avait un problème, comme je vous dis, qui était encore plus vieux que le problème de linéarisation, c'est le problème de singularité des champs de vecteurs holomorphes. Donc on regarde un champ de vecteurs holomorphes dans C2, avec une singularité à l'origine. On suppose que c'est dans le domaine de Ziegel, donc on va supposer que la partie linéaire est diagonale et que les valeurs propres contiennent 0 dans leur enveloppe convexe. Donc on peut normaliser de façon que l'une soit 1 et l'autre c'est moins alpha. Donc alpha, ça joue le rôle du nombre de rotations. Et dans ce problème, on a les mêmes résultats, d'ailleurs démontrés par Ziegel, Bruno, etc. Et Roseman aussi. Alors, est-ce que ce qu'on a montré, indépendamment de si alpha est rationnel ou irrationnel, c'est qu'on a trouvé une équivalence entre les classes de conjugaison des germes de difféomorphisme holomorphes et les singularités des champs de vecteurs. Donc, en particulier, comme corollaire, on obtient que la condition de Bruno est optimale dans ce problème aussi. D'accord? Parce qu'on sait qu'il est optimal dans notre problème. Et bon, si vous voulez, le titre de l'article, c'est singularité de champ de vecteurs à holonomie prescrite. Chaque fois qu'on a un germe de difféomorphisme, on peut le réaliser comme l'holonomie d'une telle singularité. C'est assez amusant aussi la façon dont on a travaillé ensemble, parce que, bon, d'ailleurs, ça montre un peu sa puissance technique. À l'époque, bon, d'abord, il m'a demandé de regarder le problème. Il dit, ouais, je crois qu'on peut le faire en utilisant les compensateurs d'écale, les séries, etc. Bon, j'ai passé un mois à regarder, à tourner les séries, je n'ai pas arrivé du tout. Et à un moment donné, je lui dis, bon, quand même,
Ce qui est difficile, c'est le faire holomorphe. Faire c'est infini, c'est quand même assez trivial, et puis bon, c'est presque holomorphe. Mais bon, ça donne une idée que ça devrait marcher. Alors moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout, j'étais jeune étudiant, enfin, j'étais plus étudiant, j'étais docteur, mais je ne connaissais pas du tout les méthodes des barres d'Ormondaire. Et Jean-Christophe, tout d'un coup, il est venu le lendemain avec tout un manuscrit, avec les estimés, en faisant les calculs des estimés d'Ormondaire. Alors j'ai vraiment peiné parce que je ne connaissais rien de cette théorie. Il me dit oui, c'est dans le livre d'Ormondaire, donc vas-y. Je regardais le livre d'Ormondaire, regarde, je ne sais pas, c'est quand même différent ce qu'il fait. Alors jusqu'à que 3 ou 4 jours plus tard, on se voyait tous les jours, donc je dis, mais je ne comprends pas, explique-moi où elle est dans le livre d'Ormondaire. Et il me sort la nouvelle édition du livre d'Ormondaire, où cette partie est mieux faite, de façon plus géométrique. Bref, et je pense qu'il a écrit la partie technique de façon remarquable et très précise, comme il avait l'habitude. Donc moi, j'ai écrit l'introduction. Donc voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes brouillons. J'ai trouvé beaucoup d'autres, mais bon. Ça, c'est l'annonce du cours de Jean-Christophe dans le DEA à Orsay. Donc, introduction au système dynamique. Ah, pardon, c'est une erreur, hein, c'est 88-89. J'ai un problème avec les dates. Et donc, c'est le cours où je l'ai connu. Et ça, c'est l'examen, avec sa belle lettre. D'accord. Il avait une très belle lettre et une très belle calligraphie. Et puis aussi, dans mes archives, j'ai retrouvé cette belle photo de Jean-Christophe et famille et Thiago. C'était à mon mariage à Salamanque. Et je voulais juste rajouter une petite chose, une petite anecdote aussi, quand il m'a raconté comment il a trouvé l'argument pour la linéarisation presque partout du polynôme quadratique. Et vous savez bien l'anecdote de Poincaré qui, on a subitement, en montant dans un autobus, il comprend tout le problème qui le tracassait sur les fonctions fuchsiennes. Et c'est un phénomène bien connu. Adamar en a écrit dans son livre de psychologie mathématique, où on a ces moments de lucidité où tout d'un coup on comprend comment résoudre le problème après beaucoup de temps d'avoir y travaillé. Et surtout, c'est des moments où, enfin moi ça m'est arrivé aussi, je me rappelle parfaitement l'instant, et c'est un instant où on a la conviction intime que c'est correct. Alors parfois c'est pas le cas, mais très souvent c'est le cas. Ça arrive pas souvent, mais très souvent c'est le cas. Et en fait, Jean-Christophe a découvert cet argument. Il me disait, c'était en conduisant sa Golf, tout d'un coup, il a réalisé qu'en appliquant le théorème de Fatou de limite radiale, il avait le résultat. Donc bon, heureusement, il n'a pas eu un accident, mais je vais dire, je vous remercie. Merci Ricardo pour cet exposé. Je partage avec Ricardo en fait son engouement et son enthousiasme pour la preuve qui utilise le théorème de Fatou pour la linéarisation des polynômes quadratiques. En fait, avant de venir ici, je donnais un cours sur les petits diviseurs en Chine à un petit groupe d'étudiants assez motivés de licence et M1 sur les petits diviseurs. C'était un groupe assez petit. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais mettre un peu de peps dans l'exposition pour motiver les troupes. Alors j'ai raconté la preuve de ce théorème de Yochoz. Et en effet, le cours d'après, j'ai eu 4-5 étudiants qui se sont pointés, qui n'étaient pas là avant. Donc je remercie encore une fois Yochoz de ce qu'il nous donne. Et je voulais dire que, en fait, c'est la deuxième fois que je visite la salle ici. La première fois que je suis venu, c'était juste après l'inauguration, quand Jean-Christophe donnait un cours en haut, dans une salle très belle, mais bien plus modeste. Et quand je suis venu assister à ce cours, à la pause, je me rappelle très bien, il m'a pris par la main et il m'a dit « Viens, viens, petit Bassam, je vais te montrer un truc. » Et on descend tous les deux ensemble, main dans la main, et on arrive à cet auditorium, mais on ne peut pas accéder parce qu'il y avait trop de gens dehors, sur les marches, partout, partout. Et c'était le cours de Bourdieu. Et là, il me regarde, et évidemment, moi, j'ai tout de suite eu en tête
le petit groupe qu'on était là-haut, un peu assez... on suivait un cours très très structuré, très très préparé, mais on était quand même un petit groupe. Et là, il me regarde, il me dit, de toute façon, quand on fait des choses très compliquées, on ne peut pas avoir beaucoup de monde. Et donc là, en fait, l'histoire n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est cette attitude toujours positive, toujours de bonne humeur, presque joviale, qui se dégageait et qui me reste absolument, et qui reste chez nous tous, je pense. Et maintenant, avec le recul, je me dis que cette gaieté, cette jovialité est en fait pas anecdotique, mais qu'elle émanait en fait d'une passion profonde, indéfectible, je dirais même incorruptible pour notre métier de chercheur qu'il avait. Hier, Arthur nous a très très bien parlé du rôle fondamental de pilier que Yoko jouait dans notre communauté, et il a parlé de son exemplarité dans la rigueur, dans le sérieux. Il a parlé de son rôle de validateur de nos premières ébauches de résultats, de nos pensées. Quand on passait par son séminaire, quand on passait par son bureau et qu'on arrivait à le convaincre à peu près de ce qu'on fait, ça voulait dire qu'on faisait quelque chose de bien, de juste. Donc ce rôle était très très important, son rôle de conseil, de grand frère, était fondamental. Et il a un truc dont il n'a pas parlé, c'était justement cette passion, cet engouement sincère pour notre métier qui se transmettait comme par contagion. Et cette attitude positive, toujours, je me rappelle qu'il me disait parfois, une fois que j'étais bloqué sur une construction, il me disait, mais il faut aimer même quand on ne trouve pas. Et ça, je trouvais que c'était très formateur. Et je trouve que cette attitude positive était très, très constructive pour le développement scientifique de notre communauté, mais aussi pour notre bien-être moral. Il avait cette façon d'écouter, de discuter des maths avec nous, très accessible, très modeste aussi. Quand on venait lui raconter les choses, « Ouh là là, vas-y pas trop vite, ça fait longtemps que je n'entends pas parler de ces choses », au bout de 5 minutes, il était devant, quoi. Et cet engouement, on le ressentait dans ses yeux pétillants quand on lui parlait de maths, et quand il racontait ses découvertes ou une théorie, on aurait pensé à un enfant qui a la joie de découvrir et de faire découvrir. Donc, pour tout ça, on est très reconnaissant. Et je voulais aussi dire que, à part les maths, il avait toujours une présence humaine à nos côtés. Et par exemple, je me rappelle quand la première fois je suis allé à Oberhofer, c'était juste après ma thèse, et un dimanche soir, il me dit, ils annoncent qui va parler, et il me dit, mon petit Bassam, tu vas parler le premier demain, 9h, lundi. Et comme il savait que j'étais pas vraiment du matin, à 7h du matin, il est rentré dans ma chambre, il m'a sorti du lit. Et il m'a dit, pour faire un bon exposé, il faut se réveiller tôt. Et c'est vrai que j'avais fait un exposé qui est peut-être un des seuls où j'étais plutôt satisfait de ce que j'ai dit. Aussi, donc, encore une fois, cette attitude positive est la plus marquante. Je me souviens, juste après sa greffe, je suis allé à l'hôpital le voir, et il y avait ce rideau qui nous sépare, parce que, pour des raisons d'immunité. Et
Il était au soleil et c'était plutôt un bon moment parce qu'il était toujours de bonne humeur. Il a fait son bilan de la santé, il le faisait toujours très, je dirais, de manière très détachée en quelque sorte, mais à la fois sincère. Et après, on parle de la communauté, des nouveautés mathématiques, des résultats qu'il y a, des collègues. Et après, il me dit, et la famille et je lui dis, voilà, ils sont nombreux maintenant. Il me dit, oui, oui, je me rappelle 4, n'est-ce pas? Je lui dis, oui. Il me dit, mais ça fait quoi les âges là? Je lui dis, 1, 3, 5 et 7. Il me dit, profite bien, parce que c'est la dernière fois qu'ils vont avoir tous des âges de nombre premier. Donc, c'est ça assez fort. Et bon, je pourrais raconter d'autres choses, mais je voudrais aussi vous parler un peu de ces maths. Donc, comme Ricardo l'a dit, je vais parler des systèmes quasi-périodiques, des applications du cercle, de ce qu'il a fait dans ce domaine. Donc, dans cette théorie, on va s'intéresser à des homéomorphismes, des bijections continues du cercle dans lui-même. L'application la plus simple serait l'application qui a θ associe θ plus alpha, l'application qui fait tourner les points sur le cercle. Et donc, quand les applications n'ont pas de points périodiques, la théorie vise à approcher leur dynamique de celle d'une rotation irrationnelle. En effet, au début du XXe siècle, la première étape majeure de la théorie fut posée par Poincaré, qui a vu que pour de tels homéomorphismes, il y avait un seul nombre, une seule fréquence irrationnelle qui dicte l'ordre des orbites sur le cercle et qui correspond au nombre d'enroulements moyens des points sur le cercle, le long du temps. Et il a même montré que, en fait, ceci aboutit à une semi-conjugaison, une application continue, surjective, monotone, qui projette la dynamique de F sur celle de la rotation. Si la semi-conjugaison n'a pas de palier, elle serait une conjugaison. Sinon, il y aurait un intervalle ou des intervalles errants qui ont leur orbite formée d'intervalles qui sont tous disjoints. En dehors dans le complémentaire, il y a un seul fermé invariant Cantor qui attire toute la dynamique et qui porte une unique mesure de probabilité invariante par F et qui rend le système isomorphe à une rotation. Donc voilà la première étape. Le système homéomorphisme sans point périodique est semi-conjugué à la rotation irrationnelle. La deuxième grande étape fut accomplie par Danjois, qui a montré que si l'homéomorphisme est en fait un difféomorphisme de classe C2, alors la semi-conjugaison est une vraie conjugaison. Et ceci parce qu'il ne peut pas y avoir d'intervalle errant. Pourquoi il n'y a pas d'intervalle errant? Pour les fameuses inégalités de distorsion bornées qui disent que le long de la suite Qn des dénominateurs des meilleures approximations de alpha, que Ricardo nous a montré avant, les itérés ont des dérivés bornés. Donc, quand les itérés ont des dérivés bornés, il est évident qu'il n'y a pas d'intervalle errant. Le long d'une sous-suite, ça suffit parce que les FQN de l'intervalle devraient avoir des tailles qui tendent vers 0, mais si les dérivés qui mesurent la distorsion sur un intervalle sont bornés, eh bien, il ne peut pas y avoir un intervalle qui circule disjoint de toutes ces orbites jusqu'à l'infini. L'inégalité de Danjois elle-même provient très facilement de l'inégalité de Koksma, qui dit que si on regarde des pièces d'orbite jusqu'à Qn au-dessus de la rotation irrationnelle, eh bien, les sommes d'une fonction à variation bornée ne dépendent pas beaucoup du point de base. Et ceci, tout simplement, parce que si on prend le cercle et si on regarde l'orbite de taille Qn d'une rotation irrationnelle, eh bien, cette orbite de taille Qn va placer essentiellement un point dans chaque intervalle de taille 1 sur Qn.
Merci. Et donc, en comparant l'orbite de X à l'orbite de Y, on voit bien que qu'on peut les coupler de façon à avoir cette inégalité. On l'applique après au log de la dérivée. Il y a un point où le log de la dérivée s'annule, et donc on a les inégalités de distorsion. La troisième étape fondamentale, c'est celle que Ricardo a mentionnée aussi, c'est le théorème CAM. La théorie CAM, découverte par Kolmogorov dans les années 50, a démontré la robustesse, la persistance de la dynamique quasi-périodique dans les systèmes hamiltoniens perturbés, une théorie qui s'appliquait notamment au problème des N-corps et qui était une découverte majeure, une grande surprise pour l'époque. Hawken me raconte souvent comment Moser, comment Moser et d'autres gens à l'époque étaient pris de court par cette découverte fondamentale. Je dirais que c'est un papier de 3 pages de Kolmogorov qui a un peu changé l'histoire au moins des systèmes dynamiques, mais aussi de pas mal de choses. Donc, dans le cadre des difféomorphismes du cercle, c'est le théorème d'Arnold qui dit que si un difféomorphisme est analytique et si son nombre de rotations est diophantéen, ça veut dire qu'il n'est pas très bien approché par les rationnels, alors s'il est proche de la rotation, alors il est analytiquement linéarisable. Ça veut dire qu'il existe un changement de coordonnées analytique à travers lequel on peut voir la dynamique comme celle d'une rotation. C'est beaucoup plus fort qu'un changement de coordonnées C0 continu que donne Dangeois, puisque ce type de changement de coordonnées analytique rigidifie beaucoup la dynamique et, par exemple, traduirait la statistique de la distribution des orbites et permet de la comparer à celle de la rotation, alors qu'une conjugaison C0 ne donne presque rien sur la statistique des orbites. La preuve est due à un schéma quadratique de conjugaison successive. Donc, au lieu de résoudre la conjugaison, on résout la conjugaison au premier ordre. On obtient un opérateur d'inversion non borné. Pour contrôler les conjugaisons successives, il faut réduire le domaine d'analyticité. Et c'est là qu'interviennent les conditions arithmétiques et la convergence quadratique du schéma de conjugaison pour compenser les pertes les petits diviseurs et maintenir le domaine d'analyticité positif. La quatrième étape majeure de la théorie culmine avec le théorème fondamental de Hermann et de Yochoz qui montre que si on appelle F alpha l'espace des difféos de fréquence alpha, et si on appelle O alpha ceux qui sont conjugués à R alpha, eh bien, le théorème de Hermann-Yochoz dit que F alpha infini est égal à O alpha infini si et seulement si alpha est diophantéen. Hermann avait montré ce théorème global pour l'ensemble de nombre de rotations de mesure totale, qui était quand même un ensemble très petit dans les diophantéens parce qu'il était contenu dans les nombres de type Proth. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'étape successive de passer à tous les diophantéens permettait d'obtenir que Yochoz a accompli, permettait d'obtenir une condition optimale, tout comme la condition de Bruno est optimale pour les germes holomorphes. Donc là aussi, il s'agit d'un des grands résultats de linéarisation en dynamique qui est global et qui est optimal. Il est très facile de construire pour les alpha Liouville des difféomorphismes qui ont des conjugaisons non lipschitziennes. Ceci est dû à l'influence périodique parce que quand on considère des difféomorphismes qui ont des nombres de rotation rationnels, alors en général le modèle c'est d'avoir une accumulation de toute la dynamique sur un nombre fini de points qui mange toute la dynamique. Et cette influence périodique se transmet aux difféos de Liouville qui vont avoir des mesures invariantes très concentrées. Et ceci implique une conjugaison pas lipschitzienne. Alors,
un autre résultat très fort de Yokos dans sa thèse est celui de dire que la classe de conjugaison C infini de n'importe quelle rotation Liouville est dense dans l'ensemble des difféos ayant ce nombre de rotations. C'est-à-dire, c'est la contrepartie Liouville du théorème d'avant qui est en train de dire que même dans le cas Liouville, les difféos linéarisables sont quand même denses. Ce résultat a des conséquences très fortes sur la dynamique pour toute alpha Liouville, puisque en général, les constructions Liouville, les types de comportements Liouville, on les obtient dans la fermeture des linéarisés, grâce à la méthode de conjugaison successive ou à la méthode de construction par approximation périodique. Et avec ce résultat de Yokos, on voit que tout ce qui est générique dans la fermeture des linéarisés est en fait générique dans tout F alpha. Et ça donne des propriétés remarquables sur le difféo générique Liouville, comme le fait d'avoir un centralisateur très gros, comme le fait de ne pas être linéarisable et autres propriétés aussi. Jean-Christophe a travaillé dans sa thèse sur les centralisateurs. Grâce à l'amélioration qu'il a faite de l'inégalité de Danjois lorsqu'il a démontré que la somme des logarithmes des dfqn sont bornés. Rappelez-vous, Danjois a montré que dfqn est borné, et lui, il a montré qu'en fait, converge très vite vers 1, et qu'on a une somme de logarithmes des dérivés sommables, ce qui implique que dans les itérés de f, il y a des adhérences C1 importantes et qui donnent un centralisateur assez gros. Il a aussi démontré que pour un alpha générique, le centralisateur était très gros aussi. Et ceci provient de théorème de linéarisation globale et du fait que le alpha générique est quand même assez diophancien pendant de longues plages de temps, et qui fait que le centralisateur est gros. Un résultat très remarquable de Yokos dans sa thèse est de montrer qu'il existe des difféos C infini qui ne commutent qu'avec leurs itérés. Et je mentionne ce résultat parce que sa preuve est très remarquable, très frappante, et montre la maîtrise de Jean-Christophe des deux côtés, le côté positif de la théorie CAM, des théorèmes globaux, théorèmes locaux, mais aussi du côté plus obscur, on dirait, plus exotique de la dynamique Liouville. Donc sa construction Liouville est totalement non générique, comme le montrent les théorèmes d'avant, et elle est basée sur une construction par approximation périodique très subtile qui a servi beaucoup comme inspiration pour beaucoup d'autres constructions dans d'autres personnes. Je veux revenir sur l'apport de Jean-Christophe à la théorie globale des difféos du cercle, donc raconter un tout petit peu quelques idées de la preuve. Donc la preuve commence par l'observation cruciale par Hermann que lorsque les itérés sont bornés en norme CR, alors le difféo est conjugué en norme CR. Ceci est dû à une observation peut-être simple, mais cruciale, que les difféos moyennisés qu'on construit avec les itérés de f constituent à peu près la conjugaison C0, puisque par la théorie de Poincaré, le deuxième terme à droite de l'égalité converge uniformément vers 0, par la théorie du nombre de rotations. Donc les Fn convergent vers la linéarisante. Et donc si les Fn sont bornés en norme CR, on peut en extraire une limite qui va être une conjugaison CR-1. En fait, elle est CR-1 plus Lipschitz, et par Gottschalk et Lund, ils montrent qu'elle est en fait CR. Donc, pour la conjugaison C1, il suffit de montrer que les itérés sont bornés en norme C1. Nous prenons donc la partition dynamique d'un noméo de nombre de rotations irrationnelles. C'est cet intervalle de retour qui a des itérés tous disjoints jusqu'à Qn plus 1. Si ces itérés ont des tailles comparables,
les itérés ont une norme C1 bornée. En effet, les intervalles de la partition dynamique deviennent de mieux en mieux distribués sur le cercle et de plus en plus petits, et donc contrôler les ratios de ces intervalles revient à contrôler les dérivées premières des itérés. Le critère devient alors de comparer ces intervalles dynamiques et de montrer qu'ils ont tous à peu près la même taille. Donc on définit le minimum et le maximum, on veut montrer que ces minimums et ces maximums sont comparables. C'est simple pour l'instant, mais après il faut pouvoir aller regarder ces intervalles. Pour ça, il faut un contrôle sur les dérivés, sur la croissance des dérivés. C'est la tâche à laquelle s'est attelé Hermann, et il a vraiment travaillé dur, et il a compris que les inégalités, les annulations qu'il y avait dans la théorie de Dangeois et qui marchaient pour la topologie C1 étaient en fait existaient aussi en topologie supérieure. Et donc la quintessence de ces annulations et de ces bornes a priori apparaît dans un article dans la thèse de Yokos avec cette proposition qui dit que les dérivés d'ordre R plus 1 des itérés sont contrôlés par ce ratio où interviennent les intervalles de la dynamique. Alors, vu comme ça ne dit pas beaucoup de choses, mais si on regarde par le point de vue de la renormalisation, comme nous a raconté hier Arthur et comme a parlé aujourd'hui Ricardo, eh bien, vous voyez bien que ici, si vous considérez le retour dans cet intervalle a une taille Mn de x, si vous considérez le retour ici et vous redilatez pour obtenir une dynamique du cercle, vous allez devoir faire une opération du type 1 sur Mn f Qn plus 1, qui est le retour, le temps de retour ici. Pour revenir ici, on itère Qn plus une fois. 1 sur Mn f Qn plus 1 de Mn de θ. D'accord? C'est ça l'application renormalisée. Et donc dérivez ça R fois, R plus une fois, et vous allez avoir un Mn à la puissance R qui apparaît au numérateur, qui va se compenser avec le Mn à la puissance R qui est dans le dénominateur ici, et qui va donc dire que la renormalisée converge comme Mn à la puissance, grand Mn à la puissance 1,5 en topologie CR. C'est cette convergence de renormalisée qui permet à Hermann d'appliquer la théorie CAM locale. Mais comme on n'a aucun contrôle sur les Mn, ils décroissent, c'est vrai, ils vont vers 0, c'est la théorie de Dangeois, mais en fait, on peut même montrer qu'ils décroissent géométriquement, parce qu'on peut mettre deux intervalles fondamentaux dans un intervalle de la génération n-2. Et du coup, Mn décroît au moins géométriquement. Cette décroissance géométrique des Mn est exactement ce que Hermann utilise pour avoir un ensemble de mesures totales. Mais on est loin de tous les Diophantiens. Il faudrait beaucoup plus. Il faudrait pouvoir comparer Mn aux puissances inverses des Qn, des choses comme ça. Donc, ce qui est beau chez Yokos, c'est d'avoir complètement séparé l'arithmétique des inégalités a priori. Quand vous lisez la thèse d'Hermann, il y a beaucoup de résultats, beaucoup partout, où supposons que alpha est dans A, alors la dérivée se comporte comme ça, alors les croissances c'est comme ça. Chez Yokos, il a complètement séparé, compartimenté, et ce qui a ouvert la voie au développement futur, le quasi-réductible, la densité des linéarisables, les études du centralisateur. C'est cette séparation, cette compartimentation entre l'arithmétique et les inégalités a priori. Alors, ces inégalités a priori viennent de la chain rule sur la dérivée schwartzienne. C'est un phénomène simple, très simple à voir, peut-être miraculeux, mais très simple, qui est ici écrit en 3 lignes, vous le voyez bien. On écrit la dérivée schwartzienne de l'itéré, et on voit qu'il y a une somme de dfl de x au carré qui apparaît. Quand on écrit ces dfl de x comme un ratio des intervalles fondamentaux, on majore le mn de fl de x par le grand Mn, et il nous reste une somme ici, comme chez Dangeois. Et comme ils sont disjoints, ils sont à 1. Et du coup, on a la majoration voulue. Et c'est à partir de cette majoration, vraiment, qu'on obtient astucieusement, mais directement, la proposition. Donc, fort de cette proposition,
Yokos écrit un algorithme qui est purement global. Là, vraiment, tout est global. Il arrive à comparer pour tous les alphas irrationnels les intervalles fondamentaux de la génération n plus 1 à la génération n. Et là, il applique un algorithme. Il dit, si alpha est diophantien, on ne peut pas avoir le terme de droite, la mn à la puissance k moins 1, qui domine le ratio alpha n plus 1 sur alpha n beaucoup de fois. Parce que s'il le dominait beaucoup de fois, les mn, le grand mn, se prendrait des grands coups de contraction et il va devenir trop petit alors qu'il doit être plus grand que alpha n. Hein, souvenez-vous, les mn encadrent les intervalles dynamiques. Le plus grand est plus grand que alpha n. Ça, c'est un théorème de la moyenne. Le fait de préserver une mesure invariante qui a un nombre de rotations alpha vous dit qu'il y a au moins un intervalle qui est plus grand que alpha n. Et en appliquant cet algorithme, qui est vraiment une approche totalement, je dis encore, globale, on aboutit au critère de conjugaison C1. À partir de là, tout devient facile, en gros, parce que les bornes ici deviennent explicites, les Mn deviennent comparables à 1 sur Qn plus 1, et du coup, le contrôle C1 est très fort parce qu'on sait que les retours se font comme 1 sur Qn plus 1. On utilise des inégalités de convexité et on obtient des bornes CR sur les itérés. Et donc, la conjugaison globale. Voilà pour les idées, l'apport de Yokos. Donc, il me reste du temps ou pas? Bon, 1 minute, je prends encore. Comme Ricardo l'a dit, Yokos avait aussi attaqué le problème des difféos analytiques et il a utilisé un critère de linéarisation qui serait que si, en itérant une bande, une petite bande par les f, si la dynamique laisse la bande à l'intérieur d'un domaine où f est injectif, alors c'est linéarisable. Et il monte un schéma inductif de renormalisation qui lui permet d'obtenir la bande d'analysité du premier retour. Et donc ici, on voit que dans le premier retour, il y a un facteur 1 sur alpha qui dilate les bandes, et ceci est dû à une dilatation quand on renormalise après 1 sur alpha itéré, et qu'on revient dans un intervalle de taille alpha, donc on dilate par 1 sur alpha. Et il y a des pertes en log de alpha inverse qui sont dues à l'accumulation de non-linéarité pendant 1 sur alpha itéré. Et du coup, en itérant ça, on voit que la condition de Bruno est ce qu'il faut pour avoir la linéarisation locale, c'est-à-dire pour montrer que si on est analytique dans une bande très large, eh bien on sera linéarisable. Je dis aussi qu'il a ce théorème très remarquable, très technique, très fort de linéarisation holomorphe analytique. Peu de gens, je pense, l'ont lu complètement. Ça me rappelle d'ailleurs, peut-être une dernière anecdote, que Hermann me disait souvent, pendant ma thèse, il me disait « Vous voulez lire de bonnes maths? Vous voulez apprendre des bonnes mathématiques? Vous voulez savoir écrire les maths? Vous voulez voir comment on écrit les maths bien? Eh bien, lisez ma thèse. Lisez ma thèse. » Et Raphaël s'en rappelle aussi. Et donc, je dirais aujourd'hui, oui, lisez la thèse, mais vous voulez aussi apprendre des maths et en faire des bonnes, ben, lisez la thèse de Yokos aussi, parce qu'on n'a pas fini de l'exploiter, on n'a pas fini d'y trouver des enseignements dans cette partie que j'ai exposée aujourd'hui, mais plein d'autres choses vont être racontées plus tard. Voilà. Je me souviens aussi que Hermann disait souvent une phrase qui est aujourd'hui célèbre entre nous, collègues et ses étudiants, « You have to be tough, but fair ». Et je pense que Yokos a suivi cet adage d'une manière un peu détournée, ça veut dire qu'il a voulu surtout être fair, kind and fair, mais c'est vrai que fair nécessite parfois d'être tough.
mais il savait l'être tout en étant très accessible, très ouvert et très positif. Encore une fois. Je vous remercie.